Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Il était déjà assis à la table quand je suis entré, Derek Strode. Le nouvel ami de ma femme. À la lueur des bougies. 2 verres. Et un sourire en coin qui disait qu'il pensait que j'allais simplement faire demi-tour et partir. Il s'est penché et a dit, « Recule, le vieux. Je m'appelle Franklin. J'ai 63 ans. Je n'élève pas la voix, et je ne donne pas de coups de poing, plus maintenant. Mais cette nuit-là, j'ai réalisé que le silence ne signifie pas la capitulation. Qu'auriez-vous fait si votre femme vous avait emmené dîner juste pour laisser un autre homme vous dire de vous éloigner de votre propre femme? Dites-moi ci-dessous, avez-vous déjà été sous-estimé parce que vous avez choisi la dignité plutôt que le drame? Franklin ne s'attendait pas à une table éclairée à la bougie. Il s'attendait à une conversation. Ce qu'il a eu, c'est une exécution silencieuse. Le Hollow Creek dîner n'avait pas beaucoup changé au cours des 20 années écoulées depuis que Franklin y avait amené Marla pour la première fois. Les banquettes avaient toujours leurs coussins en vinyle rouge légèrement déchirés. Le même panneau de menu jauni au-dessus de la caisse promettait le même café à volonté et la même tarte maison. Même l'odeur, ce mélange chaleureux de cannelle, de café et de vieille huile de friture, l'enveloppait comme un souvenir dont il ne voulait pas admettre qu'il avait encore du pouvoir. À Thanksgiving dernier, Franklin avait passé la majeure partie de la matinée à faire rôtir lentement une dinde. Il avait préparé la farce maison, écrasé les pommes de terre avec de l'ail et de la crème exactement comme Marla les aimait, et avait même sorti les belles assiettes. Elle avait souri d'un air distrait, dit merci, et fait défiler l'écran de son téléphone pendant la moitié du repas. Cette année, pas de dinde. Pas de projet. Juste un texto laconique, rejoins-moi au dîner. Il faut qu'on parle. Il s'était attendu peut-être à une thérapie de couple. Peut-être à des excuses. Peut-être même à des adieux. Mais il ne s'était pas attendu à Derek Strode. L'homme était déjà assis quand Franklin est entré, les coudes écartés, le dos avachi dans le coin de la banquette, portant un pull noir moulant qui semblait de taille trop petit. Derek n'était que musclé sourire, sa confiance si bruyante qu'elle couvrait presque la voix de Nat King Cole qui chantonnait dans le jukebox. Et Marla était assise à côté de lui. Pas en face de lui, pas dans une position neutre, mais à côté de lui. Sa main reposait sur la table, bien trop près de celle de Derek. Elle leva les yeux quand Franklin s'approcha et sourit comme s'ils étaient tous de vieux amis. Il resta debout une seconde, hésitant à faire demi-tour ou à s'avancer. Nora, la serveuse, croisa son regard depuis le comptoir et lui adressa un doux sourire compatissant. Elle versait déjà le cidre. Elle ne lui demanda pas s'il en voulait. Marla fit un geste vers le siège vide en face d'eux. Franklin. Merci d'être venu. Tu te souviens de Derek, n'est-ce pas? Il connaissait ce nom. Tout le monde à Hollow Creek le connaissait. Derek avait été le quarterback du lycée de la ville 35 ans plus tôt, et il se pavanait toujours comme si la gloire n'avait jamais pris fin. Aujourd'hui, il possédait un centre de remise en forme juste à la sortie de la ville et donnait des conseils en nutrition comme parole d'évangile. Franklin s'installa lentement sur le siège, la mâchoire serrée. Ses doigts se recroquevillèrent légèrement contre le bord de la table, seul signe de tension sur un visage par ailleurs impassible. Derek se pencha en avant, la voix suave mais dénuée de chaleur. Ne rendons pas les choses compliquées, mec. Nous ne sommes plus des enfants. Tu mérites l'honnêteté. Franklin ne répondit pas. Ses yeux se posèrent sur Marla. Elle ne détourna pas le regard. Derek poursuivit, nous nous fréquentons depuis un moment. Je ne voulais pas que ça arrive, mais c'est arrivé. Et maintenant, c'est un fait. Toujours est-il que Franklin ne dit rien. Les couronnes de Noël du dîner se reflétaient dans la fenêtre derrière la tête de Derek, des tons verts et dorés scintillant légèrement dans la chaleur des lumières. Tu as le droit d'être en colère, ajouta Derek, mais voici le marché. Tu peux partir avec ta dignité. Ou tu peux faire un scandale. Marla attrapa son cidre. Sa main était ferme. Le ton de Derek se durcit très légèrement. Tu n'as pas envie que ça devienne moche. Franklin le regarda enfin. Pas vers le bas. Pas ailleurs. Droit dans les yeux. Vous confondez mon calme avec une capitulation, dit-il paisiblement. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel coup. Même Derek sembla hésiter, déplaçant son poids. Nora apparut juste à ce moment-là,
posant une part de tarte aux pommes devant Franklin avec un léger hochement de tête. Il ne l'avait pas commandée. Elle savait qu'il ne la mangerait pas. Mais certains rituels valaient la peine d'être conservés, ne serait-ce que pour préserver sa dignité. Franklin se leva. Il sortit un billet de $20 de la poche de son manteau, le lissa sur la table, et posa une serviette soigneusement pliée par-dessus. À l'intérieur se trouvait un petit mot de remerciement pour Nora. Il ne jeta pas un regard en arrière vers Marla. Il ne toucha pas à la tarte. En sortant, l'air de décembre le frappa comme une gifle. La neige saupoudrait les trottoirs, douce et fraîche. Son souffle se transformait en buée devant lui. Pendant un long moment, il resta immobile sous les lumières jaunes du dîner. Son reflet dans la vitrine était faible, superposé à l'image de Marla et Derek toujours assis à l'intérieur, toujours au chaud, ignorant toujours que quelque chose en lui venait de basculer. Ce n'était pas de la rage. La rage brûle fort et vite. C'était quelque chose de plus froid. De plus concentré. Le genre d'immobilité que l'on observe dans les rivières d'hiver, lente, lourde, délibérée. Il ne se retourna pas. Dehors, sous les lumières saupoudrées de neige, Franklin murmura pour lui-même, ce n'est pas terminé. Mais cela ne se passera pas comme tu le crois. Certains foyers meurent en silence. D'autres font semblant d'être en vie juste assez longtemps pour vous tromper. Franklin franchit la porte d'entrée, et la maison l'accueillit non pas par du chaos ou des cris, mais par un silence qui semblait mis en scène. Comme si elle retenait son souffle. Les lumières étaient basses mais allumées, le radiateur bourdonnait dans le coin comme toujours en hiver, et l'odeur de carottes rôties et de quelque chose ressemblant à du poulet flottait encore légèrement dans l'air. Cela aurait dû lui sembler familier. Au lieu de cela, il eut l'impression de pénétrer dans un décor que quelqu'un d'autre avait aménagé. Il ferma la porte derrière lui et resta là, son manteau toujours sur le dos, scrutant l'espace. Sur le plan de travail, il y avait 2 verres à vin. L'un portait des traces de rouge à lèvres. Aucun des deux n'était le sien. Les assiettes du dîner trônaient dans l'évier, rincées mais non lavées, et à côté d'elle, une serviette en tissu plié, repassée. Marla n'avait pas repassé de serviette depuis des années. Le feu vacillait faiblement dans le poêle à gaz, projetant de longues ombres sur le mur. Franklin traversa la maison lentement, sans allumer d'autres lumières. Il n'avait pas peur. Il ne voulait simplement pas déranger le mensonge que cet endroit essayait de raconter. À l'étage, le lit était fait au carré comme dans une chambre d'hôtel, les coins bordés, les oreillers empilés de manière égale. C'était le genre de précision qui ne naît pas de la routine. Elle naît de l'anticipation. Il se pencha et inspira. Son parfum s'attardait encore faiblement sur la tête d'oreiller, mais quelque chose d'autre s'y accrochait en dessous, plus âcre, plus chimique. Une eau de Cologne pour homme, mais pas une que Franklin possédait. Ni n'aurait jamais possédé. Il s'assit sur le bord du lit, immobile. Ses mains reposaient sur ses cuisses, le froid de l'extérieur se frayant encore un chemin à travers ses manches. La pièce retenait son souffle avec lui. Dans le silence, son esprit ne s'emballait pas. Il ne faisait que classer. Observer. Étiqueter. Accepter. Il se releva et se dirigea vers sa coiffeuse. Impeccable. Trop impeccable. Pas d'épingle à cheveux qui traînent. Pas de crème à moitié utilisée laissée ouverte. Chaque brosse était alignée. Il ouvrit le petit tiroir qu'elle utilisait rarement et n'y trouva rien d'autre qu'un reçu plié. Un hôtel. 2 nuits. Les initiales de Derek co-signées sur la ligne de réservation. Il le fixa sans ciller. Le papier ne lui brûlait pas les doigts. Il n'exigeait pas d'être détruit. Il confirmait simplement ce que le dîner n'avait pas fini de dire. Il redescendit. La cafetière était encore chaude, mais intacte. Il l'éteignit sans dire un mot. Sur le mur, près du coin repas, leur photo de mariage trônait toujours. Marla portait alors de douces boucles, et les cheveux de Franklin étaient plus poivre que sel. Il fixa la photo. Aucune larme ne coula. Seulement une pression sourde derrière ses côtes, comme si son corps essayait de comprendre ce qu'il devait ressentir et avait choisi le silence par défaut. Dans le garde-manger, repoussé derrière un pot de mélasse oublié et une cuillère à glace cassée, il la trouva, la vieille radio. Poussiéreuse. Négligée. Celle qui lui avait offerte pour leur premier Noël en tant que mari et femme, emballée dans beaucoup trop de papier doré avec un ruban qu'elle avait conservé pendant des années. Il la prit, la fit tourner entre ses mains,
puis la remit sur l'étagère. Tout n'avait pas besoin d'être récupéré. Dans le petit salon, il ouvrit le tiroir sous le canapé et en sortit un petit sac de sport. Rien d'extravagant. Juste ses affaires. 2 pantalons. Des chemises en flanelle. Le pull bleu qui, disait-elle autrefois, faisait ressortir ses yeux. Des chaussettes. Une brosse à dents. Un rasoir. Méthodique. Pas de précipitation. Juste de la clarté. Avant de partir, il s'arrêta dans la cuisine, sortit un bloc-notes du tiroir près du réfrigérateur et écrivit en lettres fermes et régulières, « Tu as choisi le bruit. Je choisis le silence. » Il plaça le mot là où elle le trouverait, à côté de la cuisinière, sous la boîte à sel en céramique en forme de poule qu'ils avaient achetée dans le Vermont. Pour une raison quelconque, il n'avait pas envie de la déplacer. Elle l'avait fait rire autrefois. Dehors, l'air avait changé. La neige avait recommencé à tomber, une poudre fine dansant sous les lampadaires. Lorsqu'il atteignit la dernière marche du porche, un léger grincement se fit entendre dans la maison voisine. Monsieur Kalterner se tenait sur son propre porche, enveloppé dans une épaisse robe de chambre, une tasse fumante à la main. Il ne parla pas. Il fit juste un hochement de tête, lent et appuyé, comme s'il savait depuis bien plus longtemps que Franklin. Franklin lui rendit son hochement de tête. Il n'y avait rien à ajouter. La vérité avait pour habitude de voyager silencieusement dans des villes comme Hollow Creek. Il descendit du porche et contourna la maison, ne se dirigeant pas vers l'allée principale, mais vers le portillon qui menait à la ruelle arrière. Ses bottes laissaient des empreintes nettes dans la neige immaculée, chaque pas étant délibéré. Le sac de sport rebondissait légèrement sur son flanc, la fermeture éclaire tintant de temps en temps comme un carillon lointain. En passant devant l'atelier, il s'arrêta. La lumière était encore allumée à l'intérieur. La boîte à outils de son père se trouvait exactement là où il l'avait laissée des années plus tôt, sous le panneau perforé qui n'avait pas accueilli de nouveaux outils depuis plus d'une décennie. Il faillit ouvrir la porte, juste pour toucher le bois à nouveau, pour s'ancrer. Mais à la place, il jeta un doux regard, puis continua à marcher. Son téléphone vibra au moment même où il atteignit le portillon. Il le sortit de la poche de son manteau. Un seul message illuminait l'écran. « Tu as fini de faire ton drame ?» Il le fixa pendant un long moment, le pouce en suspens. Mais il ne répondit rien. Il n'en avait pas besoin. Il pensait que Franklin était silencieux parce qu'il était faible. Il était silencieux parce qu'il écoutait. Le garage sentait le vieux caoutchouc, le sel de déneigement et l'essence, le même mélange qu'il avait toujours eu depuis que Hollow Creek avait eu besoin d'un atelier automobile. Des bourrasques de neige passaient devant les vitres givrées, projetant de doux halos autour des outils accrochés aux panneaux perforés. Le bureau du fond était plus chaud, encombré mais confortable, et la cafetière gargouillait dans le coin comme si elle n'avait nulle part d'autre où aller. Franklin était assis en face d'Eddie Malone, qui portait la même chemise en flanelle qu'il possédait probablement depuis ses années dans la police. Eddie avait toujours été le genre d'homme à ne pas poser de questions à moins d'en connaître déjà les réponses. Aujourd'hui, il se contentait de siroter son mug ébréché sur lequel on pouvait lire « Retraité, pas fatigué », et il attendait. « Je ne cherche pas les ennuis », dit Franklin, d'une voix posée. « Seulement la vérité. » Eddie hocha lentement la tête, en posant son mug. « C'est pour ça que tu ne cries pas », Franklin esquissa un faible sourire. « Tu m'as déjà entendu crier ?» Eddie rit doucement. « C'est vrai. Mais en général, les gens ne viennent pas ici avec cette expression sur le visage à moins d'être sur le point de tout faire exploser. »« Ce n'est pas mon cas, » dit Franklin. « Du moins, pas bruyamment. » Eddie se pencha en arrière sur sa chaise, croisa les doigts sur son ventre. « Dis-moi jusqu'où ça va. » Franklin ne déballa pas tout. Juste les grandes lignes. Le dîner. Le collier. Les verres à vin. Le reçu d'hôtel. Derek Strode. Le silence de Marla qui était devenu plus assourdissant que n'importe quelle dispute qu'ils avaient jamais eue. Eddie l'écoutait comme un homme qui classe des dossiers dans son esprit. Lorsque Franklin eut terminé, Eddie se leva, se dirigea vers le classeur dans le coin, et en sortit un dossier marqué registre public, beau. Il le posa sur le bureau sans faire de cérémonie. Derek a été négligent, déclara Eddie. Il a cosigné un bail pour un appartement en centre-ville le mois dernier. Ce n'est pas sa résidence principale. Des réservations d'hôtel, aussi. L'une d'elles est sous les anciennes initiales de Marla.
MHG. J'ai vérifié les dates. Elles coïncident avec le week-end de collecte de fonds pour l'école où elle avait dit à tout le monde qu'elle se trouvait. Franklin fixa les pages, mais ne tendit pas la main pour les prendre. Tu as gardé tout ça? Je garde beaucoup de choses, dit Eddie. Parfois, la justice ne porte pas d'insigne. La porte tinta soudainement. Ils se tournèrent tous les deux alors que Sadie Garner entrait, époussetant la neige de son manteau. Elle parut surprise de voir Franklin, puis presque soulagée. Je ne m'attendais pas à vous trouver tous les deux dans la même pièce, dit-elle doucement. Franklin se leva. Bonjour, Sadie. Elle hocha la tête, le regard doux. Je ne veux pas vous déranger. J'avais juste besoin de déposer quelque chose. Elle plongea la main dans son sac à main et en sortit une enveloppe, légèrement usée sur les bords. Marla a écrit ceci il y a quelque temps. Elle ne l'a jamais envoyé. Je l'ai trouvé quand elle m'a demandé de l'aider à vider le tiroir de son bureau au printemps dernier. Franklin hésita. Pourquoi me la donner maintenant? Sadie le regarda droit dans les yeux. Parce que je pense que tu mérites d'avoir une vue d'ensemble. Et parce que je pense que tu sauras quoi en faire. Il prit l'enveloppe, la tint lâchement dans sa main. Il ne l'ouvrit pas, merci. Elle hocha de nouveau la tête et repartit aussi discrètement qu'elle était venue. Eddie fit glisser un tiroir et en sortit une petite clé USB. Il la tenait entre deux doigts comme si elle pesait plus lourd qu'elle ne le devrait. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Registre d'hôtel, transfert financier, l'immatriculation de l'entreprise de remise en forme de Derek. Devine qui a investi sous un nom de jeune fille. Franklin ne broncha pas. Il prit simplement la clé USB et l'empocha comme s'il s'agissait d'une pièce de monnaie. Tu vas tout faire exploser, demanda Eddie, la voix basse. Les yeux de Franklin étaient calmes. Non. Je vais juste allumer une petite bougie et laisser la vérité faire le reste. Il resta encore quelques minutes, discutant doucement avec Eddie de tout et de rien. La météo. Les pneus neige. La série de défaites de l'équipe du lycée. Puis il partit, s'aventurant dans les bourrasques de neige, l'enveloppe toujours fermée dans la poche de son manteau, la clé USB pressant contre son flanc. De retour à la maison, celle qui techniquement leur appartenait toujours à lui et à Marla, il n'alluma pas le plafonnier. Il posa ses clés, accrocha son manteau, et se tint près de la fenêtre, regardant la neige s'accumuler sur la rambarde. Sur le porche, il remarqua quelque chose enveloppé dans du papier d'aluminium et une serviette en tissu. Il ouvrit la porte et trouva un pain de maïs encore chaud reposant silencieusement, le mot en dessous écrit en lettres d'imprimerie soignées. J'ai pensé que tu aurais besoin de quelque chose d'authentique ce soir. Cal. Franklin ne sourit pas. Mais quelque chose dans ses épaules s'affaissa d'un demi-centimètre. Il rentra à l'intérieur, posa le pain sur le plan de travail de la cuisine, puis se dirigea vers la table de chevet. Il déposa la clé USB à côté de la petite pile de livres qu'il n'avait pas touchée depuis des semaines. Il ne la brancha pas. Il n'ouvrit pas l'enveloppe. Au lieu de cela, il se dirigea vers le garde-manger, passa le bras derrière la mélasse et sortit la vieille radio. Il essuya la poussière avec sa manche, l'alluma d'un clic. Elle crépita d'abord, un souvenir pareil à des grésillements. Puis, un doux air de jazz emplit la pièce, flottant bas et suavement, les notes s'attardant comme des fantômes qui se savaient les bienvenus. Franklin s'assit dans le fauteuil, ferma les yeux et se contenta d'écouter. Dans les petites villes, les secrets n'ont pas besoin d'être criés. Ils circulent simplement entre deux tasses de café et des sourcils haussés. La neige était tombée juste assez pour adoucir les sons de Hollow Creek. Les pneus ne faisaient aucune plainte sur les rues bordées de gadous, et les conversations se glissaient silencieusement entre les balustrades des porches et les vitrines des magasins. Franklin marchait avec son manteau boutonné jusqu'en haut, les mains gantées enfouies dans ses poches, sans être pressé d'arriver nulle part. Il n'en avait pas besoin. Le bureau de poste se trouvait à l'angle de Maple et de la 5e, un bâtiment trapu en briques enveloppé de guirlandes et de lumière blanche clignotantes. À l'intérieur, le radiateur cliquetait comme il le faisait depuis l'administration Nixon. Quelques voisins se tenaient près du comptoir, discutant plus entre eux qu'avec l'employé des postes. Franklin les salua poliment d'un signe de tête en s'approchant du tableau d'affichage, faisant semblant de lire tout en écoutant. J'ai entendu dire qu'elle l'appelait déjà son partenaire, chuchota une femme, la voix empreinte de curiosité plus que de jugement. Même pas encore divorcée. Oh, ma chérie, répondit l'autre, ils se promènent main dans la main depuis Halloween.
Je les ai vus à l'épicerie Murphy. Franklin ne se retourna pas. Il se contenta de fixer le prospectus jauni de la réunion d'hiver des anciens élèves du lycée de Hollow Creek, le 17 décembre, à la salle des fêtes. Il fut un temps où cette idée l'aurait fait sourire. Maintenant, cela lui rappelait seulement ce que l'on ressentait à l'âge de 14 ans. Surpassé. Ignoré. En retournant dans la lumière neigeuse, il aperçut une camionnette familière dont le moteur tournait au ralenti de l'autre côté de la rue. Derek. Appuyé contre le flanc, lunettes de soleil sur le nez, les bras croisés comme s'il prenait la pause pour quelque chose. Franklin ne s'arrêta pas. Il releva son col contre le froid et se dirigea vers l'enseigne peinte à la main de Whitman's Books and Things. À l'intérieur, la clochette au-dessus de la porte tinta doucement. La chaleur l'enveloppa immédiatement, cannelle, papier, le faible bourdonnement d'un vieux radiateur qui luttait pour suivre le rythme. Des étagères s'incurvaient dans la boutique comme une bibliothèque qui aurait oublié ses limites, et derrière le comptoir se tenait Joanne Whitman. Elle leva les yeux, le regard pétillant. « Franklin Hale » dit-elle sans surprise. « Tu dessines toujours des arbres sur des serviettes ?» Il esquissa un léger sourire. « Je crois que les serviettes étaient les seules à m'écouter. » Joanne gloussa, attrapant la bouilloire derrière le comptoir. « Tu prends toujours ton cidre de la même façon ? Peu de choses valent la peine de changer. » Elle lui en versa une tasse et la lui tendit à 2 mains. Ses doigts étaient ridés, mais chaleureux. « J'ai appris la nouvelle, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondit-il. Ils s'assirent près du fond, au milieu de piles de livres qui n'avaient pas bougé depuis des semaines. Elle n'insista pas. Elle sirota simplement son cidre et le regarda comme seuls les bibliothécaires savent le faire, comme si elle cataloguait le poids invisible qu'il portait. « Tu sais, » finit-elle par dire, Derek était une tempête dans un maillot de football américain. Toujours à chercher un mur contre lequel s'écraser. Franklin fixa la vapeur qui s'échappait de sa tasse. Et j'étais le mur. Elle sourit tristement. Mais tu n'as jamais craqué. Tu as juste absorbé le choc et continué à marcher. Il y réfléchit. Au casier et au regard narquois dans les couloirs. Au fait qu'il n'avait jamais riposté une seule fois, mais qu'il se souvenait de tout. Ça ne ressemblait pas à de la force à l'époque, dit-il. Joanne pencha la tête. Tu n'étais pas faible à l'époque. Tu étais juste entouré d'un bruit trop fort pour entendre ta propre force. Dehors, le tintement des clés de Derek brisa l'instant. Ils le regardèrent par la fenêtre monter dans sa camionnette et s'éloigner, sans jamais jeter un coup d'œil vers la boutique. Joanne ne dit rien. Franklin non plus. Mais quelque chose s'apaisa entre eux dans ce silence. Franklin se leva après un moment, la remercia et attrapa la 2e tasse de cidre qu'elle avait silencieusement versée et refermée. « Pour Monsieur Turner, » dit-elle. Il hocha la tête. « Il l'aime toujours chaud. » Elle sourit. « Il aime toujours que la plupart des choses soient calmes. » Lorsque Franklin sortit, le froid lui effleura les joues comme un soupir familier. Il marcha lentement sur le chemin enneigé qui menait au porche de Monsieur Turner. Les planches grincèrent sous ses bottes, et le vent fit doucement trembler la couronne sur la porte. Mais la chaise à bascule était vide. La lumière du porche était éteinte. Il resta là un instant, la tasse de cidre à la main, regardant l'endroit où le vieil homme s'asseyait habituellement avec sa couverture et ses hochements de tête silencieux. Puis, lentement, Franklin posa la tasse à côté de la porte et se retira dans le silence. Certains combats se gagnent avec les poings. D'autres avec des dossiers et le courage de les ouvrir en silence. La pièce était calme, presque solennelle, de la façon dont seuls les cabinets d'avocats peuvent l'être quand tout le monde connaît la vérité, mais que personne ne l'a encore dite. 2 chaises. Une table en bois. Une seule fenêtre donnant sur la rue principale, où le vent faisait cliqueter les dernières feuilles sèches contre le trottoir. La neige n'était pas encore tombée, mais c'était tout comme, le genre de calme qui précédait la rupture de la météo. Franklin était assis bien droit, son manteau boutonné, les doigts reposant doucement sur le bord de la table. En face de lui, Marla portait un blazer bleu marine et un brillant à lèvres trop sombre pour la journée. Ses mains étaient croisées, son alliance manifestement absente. Elle avait l'air soigné, professionnel, dans le contrôle. Charles King, le médiateur, s'éclaircit la gorge. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter des conditions finales. J'attends de la courtoisie, de la civilité, et par-dessus tout, de la clarté.
Marla adressa un signe de tête sec. Bien sûr. Franklin ne dit rien. Il plongea simplement la main dans son sac et posa une enveloppe Kraft sur la table. Elle ne fit aucun bruit en atterrissant, mais son poids remplit la pièce. Les yeux de Marla se posèrent dessus, puis remontèrent vers son visage. Qu'est-ce que c'est? Charles l'ouvrit prudemment, sortant les documents un par un. Des captures d'écran imprimées, des virements bancaires, des reçus d'hôtel horodatés, des contrats de bail avec le nom de Derek Strode gribouillé avec assurance à côté du sien. Charles fronça les sourcils. Certains de ces comptes étaient joints. D'autres cachés sous votre nom de jeune fille. Cela peut relever de la fausse déclaration, Madame Hale. La mâchoire de Marla se crispa, mais sa voix resta mesurée. Tu m'as espionné? Franklin ne tressaillit pas. Non. Je n'ai fait que documenter ce qui était déjà abandonné. Elle détourna le regard vers la fenêtre, puis le ramena sur lui. Tu as toujours été dramatique quand tu étais blessé. J'ai toujours été silencieux quand j'étais déçu, dit-il. Tu n'as simplement jamais écouté assez longtemps pour faire la différence. Charles tapota son stylo contre la page du bail. Ce n'est pas un procès, mais ces documents compliquent les demandes de dépendance financière. Monsieur Hale est en droit de refuser la pension alimentaire. Marla croisa les bras. Et alors? Tu veux me ruiner? Non, dit Franklin doucement. Je t'offre la sortie la plus propre que tu puisses obtenir. Charles les regarda tour à tour. Franklin, pouvez-vous énoncer vos conditions pour le procès-verbal? Franklin ne regarda aucun d'eux lorsqu'il parla. Pas de pension alimentaire. Pas de bien partagé au-delà de ce qu'elle a déjà déménagé. Elle garde son nom. Je garde ma tranquillité. La voix de Marla trembla. Tu crois être noble. Mais tout ce que tu fais, c'est me punir sans élever la voix. Il se tourna vers elle, calme et serein. Tu m'as demandé de te retrouver pour dîner. Ce que tu as fait, c'est servir des funérailles en appelant ça une conclusion. Elle paraissait plus petite maintenant, comme si ses talons ne lui donnaient pas autant de hauteur qu'il lui en fallait. Pourquoi fais-tu ça? La réponse de Franklin vint sans hésitation. Parce que je me souviens de qui j'étais avant de devenir celui dont tu avais besoin. Charles posa son stylo et s'adossa. Vous êtes plus calme que la plupart des gens. Généralement, cela signifie que vous avez déjà lâché prise. Franklin se leva, boutonna son manteau et hocha la tête. En effet. Marla ne dit pas un mot de plus. Elle n'en avait pas besoin. Le silence dans la pièce avait déjà choisi son camp. En sortant, l'air le frappa avec cette acuité qui précède la neige. Le froid se glissa le long de son col, mais il ne le resserra pas. Son téléphone vibra. Un message d'Eddie. Il a utilisé ton nom à la salle de sport, Frank. Tu devrais voir ça. Il ne lui avait rien pris. Il avait simplement arrêté de céder des parties de lui-même. Le chalet de location se trouvait à la lisière de Hollow Creek, son porche faisant face à un bosquet tranquille où les arbres retenaient la neige comme des secrets. Un doux crépuscule avait commencé à s'installer, baignant le tout dans ce silence bleuté juste avant que la nuit ne prenne le dessus. De la fumée s'échappait doucement de la cheminée, et à l'intérieur, le feu de cheminée vacillait de manière régulière, projetant une lueur sur les murs lambrissés de pain, dans une cuisine qui sentait légèrement le gingembre et le pain chaud. Franklin se tenait près de la fenêtre, une tasse à la main, regardant les flocons de neige dériver de côté sous l'effet du vent. Il avait allumé le feu une heure plus tôt, juste après avoir relu la lettre de Sadie. Une phrase résonnait encore dans sa poitrine comme une pulsation. Je n'ai jamais osé parler. Mais je t'ai vu. Je t'ai toujours vu. On frappa doucement à la porte, poliment, sans urgence. Il ouvrit pour trouver Johan Whitman emmitouflé dans une épaisse écharpe, les joues rougies, un sac en papier bercé dans ses bras. J'ai apporté 2 choses, dit-elle. L'une est comestible. L'autre est audible. Il s'écarta, la laissant entrer avec un hochement de tête. Elle se déplaçait avec aisance, comme si elle l'avait déjà fait, comme si elle avait sa place dans les espaces calmes. Elle posa le sac sur la table et en sortit un pain encore chaud, puis un petit paquet rectangulaire enveloppé dans un tissu. Quand elle le déballa, le souffle de Franklin se coupa légèrement. C'était la vieille radio. Nettoyée, polie. Le verre du cadran n'était plus trouble. Elle la brancha, tourna le bouton doucement. Une pause. Puis le léger grésillement.
Ensuite, du jazz, grave, chaleureux, comme une voix se penchant tout près juste pour dire « Tu es toujours là ». Jo-Ann ne fit aucun commentaire. Elle posa juste une enveloppe à côté du pain. « De la part de Cal, dit-elle. Il l'a laissée à l'infirmière. Il lui a dit de te la faire parvenir une fois que la neige arriverait. » Franklin la prit avec précaution, s'assit sur la vieille chaise en bois près du feu. L'enveloppe était manuscrite, l'encre légèrement tachée. À l'intérieur se trouvait un court billet avec l'écriture soignée et reconnaissable entre toutes de Cal Turner. Frank, ne laisse pas passer les bonnes choses deux fois. Le pain de maïs n'était qu'une excuse. Maintenant, va écouter autre chose que tes pensées. Cal. Franklin plia le mot, l'aplatissant entre ses doigts. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Jo-Ann versa du cidre dans 2 tasses. Elle lui entendit une sans lui demander comment il le prenait. Ils s'assirent à la table, la radio fredonnant entre eux, le pain entre le tiède et l'encore chaud. Aucun d'eux ne tendit la main pour en prendre. Jo-Ann jeta un coup d'œil à l'étagère au-dessus de la cheminée, où reposait un mince recueil de poésie entre un guide de la nature et un livre de recettes oubliées. Tu sais, dit-elle, Dickinson avait raison. Certaines choses qui volent ne sont censées atterrir qu'une seule fois. Elle ouvrit le livre doucement, trouva la page sans avoir besoin de feuilleter. Sa voix était douce, mais claire lorsqu'elle lut. L'espoir est cette chose à plumes, qui se perche dans l'âme, et chante un air sans parole, et ne s'arrête jamais. Franklin ferma les yeux. Il n'imagina pas le passé. Il ne visualisa pas la maison qu'il avait quittée ni la femme qui y avait vécu. Il n'essaya pas de reconstruire ce qui s'était effondré silencieusement, incomplètement. Il écouta, tout simplement. Le feu crépita doucement. Dehors, la neige commença à tomber plus drue, s'accrochant maintenant aux rambardes et à l'allée de gravier. À l'intérieur, ça sentait les aiguilles de pain et une sorte de pain que seule une propriétaire de librairie prendrait la peine de pétrir à la main. La main de Jo-Ann reposait près de la sienne sur la table. Sans se toucher. Juste assez près. Pour la première fois depuis longtemps, Franklin dit doucement, « Je n'ai pas besoin de m'expliquer. » Jo-Ann sourit. Pas d'un large sourire, ni d'un sourire éclatant, juste d'un vrai sourire. Elle referma le livre, le posa à côté de la radio. Certaines histoires ne se terminent pas, dit-elle. Elles se reposent, simplement. La radio murmure à voix basse. Dehors, la neige commence à tenir. À l'intérieur, pour une fois, rien ne manque. Certaines fins ne s'accompagnent pas de portes claquées ni de voix élevées. Parfois, elles arrivent avec une musique douce, une cuisine propre et le doux poids de quelqu'un qui choisit de rester. Franklin n'a ni gagné ni perdu. Il est simplement sorti du bruit et a récupéré ce qui lui appartenait silencieusement depuis le début. La dignité, la paix, et le droit de ne plus avoir à justifier sa valeur. Parce que la trahison ne vous définit pas. C'est la façon dont vous vous comportez après qui le fait. Comme la lumière d'un Porsche laissé allumé dans le crépuscule de l'hiver, l'immobilité peut devenir une sorte de force, et la gentillesse, la réponse la plus claire. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, peut-être devriez-vous transmettre cette quiétude. Quelqu'un près de vous attend peut-être son heure pour recommencer silencieusement.